Развитие. Perspective. Exchange. Territory. Participation. Entwicklung. Conseil de développement. Euradio Nantes vous présente Fréquence citoyenne, l'émission à l'écoute du futur. Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquence citoyenne, l'émission aussi mensuelle que possible du Conseil de développement de Nantes Métropole. Alors nous recevons aujourd'hui Francky Trichet, enseignant-chercheur à l'Université de Nantes et depuis 2014 adjoint nantais et conseiller métropolitain chargé de l'innovation et du numérique. Bonjour Francky Trichet. Bonjour à vous. Alors Philippe Audic, président du Conseil de développement, est également avec nous. Comme d'habitude, vous intervenez quand vous voulez. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors d'abord quelques mots sur vous, Francky Trichet. Vous avez 47 ans, vous êtes nantais depuis vos études. Je crois que votre enfance a été vendéenne. Exactement. Pas très loin de la mer. Alors d'après un article de la Tribune, alors, je ne sais pas s'il est bien sourcé, mais la mer vous a fait rater votre bac pour cause de surf. Alors pas encore sur Internet, mais apparemment sur les vagues des Sables d'Olonne. Mais depuis, vous êtes quand même assez bien rattrapé, puisque aujourd'hui vous enseignez à l'Université de Nantes et dont vous êtes d'ailleurs l'un des vice-présidents. Alors vous n'êtes pas contenté d'enseigner dans votre vie professionnelle. Vous avez aussi été créateur d'entreprise, notamment avec NeuroKiff. Alors pour les profanes, il s'agit d'un casque neuronal qui capte les émotions, notamment en matière de dégustation de vin ou de cuisine gastronomique. Je crois que les salons des vins ou des manifestations comme ça s'intéressent à ce type d'outils. Et puis en 2014, votre parcours a pris une dimension tout à fait nouvelle, celle de la politique, puisque vous êtes devenu adjoint de Johanna Rolland, chargé de l'innovation et du numérique. Vous êtes aussi conseiller métropolitain, ce qui est pas neutre, parce qu'aujourd'hui c'est quand même plutôt à l'échelle de la métropole que l'essentiel de la décision publique se joue. Alors sur le plan politique, vous faites partie de ces élus nantais qu'on dit issus de la société civile, qui est une formule pour signifier que vous n'appartenez pas à un parti politique. Alors la situation évolue un peu, puisque aujourd'hui vous vous situez, alors, on va dire, dans la sphère du mouvement En Marche, en tout cas même si vous n'en êtes pas, je crois, un adhérent, ou au moins vous suivez le candidat Emmanuel Macron. Voilà. On ne va pas aujourd'hui parler de l'actualité, ce serait effectivement assez riche, mais c'est pas le but du jeu. Alors, comme d'habitude dans cette émission, ma première question est un peu personnelle. On sait que votre engagement politique, il est né d'une rencontre en fait avec Johanna Rolland, et qu'elle vous a proposé une aventure. Est-ce que cette aventure a tenu ses promesses ? Alors merci pour ce parcours et effectivement, si je suis aujourd'hui dans cette position de prendre des responsabilités et de faire en sorte que Nantes sur le numérique se développe, c'est vraiment grâce à Johanna Rolland et c'est l'opportunité qu'elle m'a donnée parce que j'apprends tous les jours ce qui est le rôle d'un adjoint en charge de l'innovation numérique sur une métropole de France qui compte aujourd'hui sur ces enjeux-là. Et j'ai envie de lui dire merci pour commencer parce que c'est vraiment... je m'épanouis dans ce que je fais. Je le fais peut-être pas bien, je le fais à ma façon. En tout cas, cette rencontre avec Johanna Rolland, elle a été décisive dans ce parcours politique que je mène aujourd'hui, qui pour moi est une source d'émancipation, je peux vous le dire aussi, qui concilie bien en plus ma vision de ce que doit être le numérique dans une vision transversale, on va dire aujourd'hui, puisque on est quand même en 2017 sur un virage du numérique aujourd'hui, en termes de société, qui est important. On le voit bien même dans cette campagne présidentielle, on voit que le numérique s'immisce, soit on le considère comme une opportunité, soit des fois comme une menace, on en a peur. Et on voit bien que c'est pas que sur certains points très techniques, le numérique, on est sur un virage. Et je crois qu'avec Johanna Rolland, on partage cette vision du numérique qui aujourd'hui se dire c'est un fait de société bien plus important que même ce qu'il y a 3 ans on aurait pu imaginer. Et là où effectivement on a cette vision commune avec Johanna Rolland qu'on partage depuis le début et qu'on continue de partager, c'est bien de se dire qu'à Nantes il faut qu'on expérimente en fait des leviers d'opportunités pour le numérique pour transformer la société de façon... En fait, le numérique, elle le dit toujours, et moi je partage cette idée, on en fait ce qu'on en veut, quoi. Je veux dire, ça peut être... Stigler dit, c'est le pharmacon, quoi. C'est à la fois, effectivement, le poison et le remède. Et j'aime bien cette formule de Stigler, parce que tous les jours, on peut vraiment en sentir, on va dire, les effets. Et en tout cas, cette rencontre avec Johanna Rolland, pour moi, à la fois sur cet enjeu
de se dire est-ce que je suis en capacité de faire de la politique pour faire changer à l'échelle d'une métropole française qui compte aujourd'hui sur ces enjeux-là, mais pas que sur cette vision d'innovation inclusive. Est-ce que j'en ai les capacités pour porter un projet ? Et est-ce que je continue à aimer ce que je fais au quotidien ? Parce que voilà, j'apprends aussi ce qu'est la politique. Oui, 3 ans après, j'ai envie de lui dire encore merci parce que franchement, j'aime vraiment ce que je fais au quotidien. Et en tout cas, on est au moins sûr que vous resterez dans les tablettes de l'histoire de la mairie, parce que vous serez de toute façon historiquement le premier adjoint au numérique. Numérique man. Oui, c'est ce qu'on vous dessine même comme ça. Oui, je trouve que j'aime beaucoup cette caricature, elle me fait beaucoup rire et elle correspond à beaucoup de sensibilité. Alors, juste après votre élection, je me souviens, vous aviez émis l'idée que vous vouliez faire de la mairie, de la métropole, des startups. Hein. Vous parliez même de constituer des équipes un peu rock'n'roll. C'était même les termes que vous employiez à l'époque. Vous avez sans doute pu mesurer ce que pouvait être la culture des services municipaux. Vous êtes toujours dans cette idée de faire de la mairie une startup ? Alors, l'expression, elle est toujours un peu à prendre à... Voilà. Si on la prend au premier niveau, on peut dire ouais, ça veut dire qu'on veut plus d'agilité, plus de transversalité. Oui. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que je pense qu'on se doit de transformer aujourd'hui des collectivités qui travaillent depuis longtemps à bâtir des villes avec des services qui sont peut-être un peu trop en silo parfois. Moi, j'ai observé comment ça fonctionnait en interne depuis 3 ans avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'exigences. Les services aujourd'hui sont extrêmement compétents et moi j'ai pu découvrir effectivement quand même un service public qui est extrêmement engagé sur la ville de Nantes et la métropole et des services qui sont à un niveau d'exécution et un niveau de compétences qui sont vraiment remarquables. Ceci étant, j'ai aussi pu remarquer que parfois, on se doit d'aller innover sur la façon dont effectivement les collectivités fonctionnent et de s'ouvrir un peu plus aussi à des partenariats qui aujourd'hui sont peut-être l'essence de comment une ville devrait fonctionner demain. Si je prends l'exemple du CityLab à la Nantaise qu'on a initié avec Johanna Roland il y a 1 semaine et demie, c'est vraiment l'incarnation de ces volontés de travailler autrement. C'est-à-dire se dire qu'aujourd'hui, la transversalité, c'est presque un impératif de fonctionnement de demain. On ne peut plus avoir des visions trop en silo. Si on pourrait, mais on va en souffrir et on sera moins efficient. Si on veut être plus efficient, il faut à un moment donné ouvrir à la fois cette logique de partenariat et la pousser un peu plus loin sur des expérimentations. L'idée, c'est pas de se dire qu'aujourd'hui, on sait exactement ce qu'on va faire. Il faut assumer la prise de risque. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui change peut-être aussi la vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, dans les services, on commence à prendre des risques. Et la culture start-up, vous voyez, que j'évoque, c'est aussi ça, c'est de savoir à un moment donné, se mettre en capacité de se dire oui, on prend des risques, on n'est pas sûr à un moment donné d'arriver, mais en tout cas, c'est ça aussi l'objectif de l'innovation, c'est de pouvoir se dire que sur un projet, on a un début, on a une fin, on prend des risques, on se donne des outils d'évaluation exigeants, très sérieux, et puis à la fin, on fait, comme on dit, un go, no-go. Et ce go, no-go, il ne faut pas avoir peur de dire oui, c'est un no-go. Et puis si c'est un échec, il ne faut pas avoir peur de se dire bah oui, on va apprendre de l'échec. Et je pense que cette culture-là, dans les collectivités, quand on va dans les salons, par exemple, les salons, en fait, les collectivités présentent leurs solutions. On parle toujours des meilleures solutions. Il n'y a jamais un salon où on pourrait se dire bah voilà, nous, Nantes, ou Lille, ou Montpellier, ou Bordeaux, on a essayé ça n'a pas marché. Et du coup, il faut qu'on apprenne tous collectivement. Et donc l'intérêt général, effectivement, sur les collectivités, serait pouvoir se dire qu'à un moment donné, oui, on peut parler de nos échecs. Et en tout cas, moi, je crois qu'on commence justement à rentrer dans cette logique-là. Et le CityLab à la Nantaise, c'est vraiment cet état d'esprit d'aller travailler avec des privés, des grands groupes, des startups, de se dire que sur des projets, on essaie de faire ce qu'on appelle dans notre jargon des proof of concept, donc des POC, et puis on a le droit de se tromper. Et donc, on l'assume pleinement. Et ça, j'ai envie de dire, cet esprit start-up, oui, on commence depuis 3 ans à le voir, on va dire, émerger. Et ça,
il y a encore du chemin à faire, dont acte. On fait pas, c'est quand même une collectivité avec 7000 agents, mais dans l'état d'esprit de la transversalité en tout cas, avec en plus Johanna Roland qui avait impulsé cette logique-là en mettant une direction un peu atypique, c'est cette direction que j'avais appelée à l'époque une équipe un peu rock'n'roll, donc avec Nathalie Hoppe à sa tête, qui a pour objectif de créer de la transversalité, de porter les projets d'innovation et du numérique en transversalité, en lien aussi avec d'autres acteurs du territoire. Je pense à Saint-Nazaire, aussi l'Alliance, aussi le pôle Loire Métropole Bretagne. Donc on a quand même les prémices en fait de cette culture start-up qui commence à se mettre en place en interne. Et vous parlez beaucoup des services et on voit bien évidemment le poids que représentent les services dans une institution comme l'est la métropole, mais les élus, est-ce qu'ils sont dans cette évolution-là ou est-ce qu'il y a encore une génération un peu ancienne, pas toujours au fait et sensible à ces transformations que vous évoquez très bien? Alors, je pense qu'au départ, quand je suis arrivé, effectivement, j'ai dû être considéré un peu comme la personne dont on voyait pas trop, un peu le technicien du numérique, qui en fait, la plupart des élus n'avaient pas compris cet enjeu, ce que j'évoquais au départ, l'enjeu sociétal, plus profond, que le numérique, c'est pas que de la technique. Au contraire, il y a un virage beaucoup plus profond à prendre en compte et qu'en fait, on touche tous les pans de la société. Et je dois avouer que 3 ans après, je pense que cette perception-là, elle a vraiment muté. Et je pense que tout à chacun, tous les élus, même ceux qui ont un peu plus de sagesse, se sont appropriés cet enjeu du numérique transversal. Et en tout cas, moi, j'ai des discussions extrêmement intéressantes. Et j'ai envie de dire que je suis extrêmement ravi de pouvoir maintenant échanger avec mes collègues sur des enjeux qui sont le numérique comme facteur de transformation de la société en profondeur, comme nouveau paradigme, en fait, de faire société. Et ça, 3 ans après, je trouve que c'est pas vrai au niveau national. Et je trouve qu'à Nantes, on a quand même des élus plus sensibles parce que, oui, il faut le temps de l'acculturation, il faut le temps aussi de s'approprier ces enjeux-là qui sont pas faciles. Nous, on baigne dedans. En plus, moi, j'ai la chance d'être chercheur, donc j'ai en plus la chance d'essayer d'avoir... On parle d'intelligence artificielle, on parle de concepts un peu compliqués. Donc, on peut, à un moment donné, avoir des réflexions un peu théoriques et après, être de façon très concrète sur le terrain pour montrer effectivement les changements. Donc, oui, je suis extrêmement content et ravi de pouvoir échanger maintenant entre 2 portes dans un couloir sur des enjeux de numérique avec mes collègues. Vous n'êtes plus le Jacques Cheminade d'il y a 3 ans. J'ai pas dit ça. Sur la question numérique, vous n'êtes en général pas avare d'anglicisme. Vous avez évoqué tout à l'heure la notion de City Lab. Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce City Lab ? Donc l'esprit, c'est de pouvoir expérimenter des solutions qui seront en fait, c'est un laboratoire urbain, échelle 1-1, comme on dit, in situ, in vivo. Je vais prendre un exemple très concret. On a 90 000 lampadaires à Nantes. Et puis, régulièrement, je vois tout un tas de compagnies qui viennent me voir en disant « j'ai la meilleure solution pour pouvoir piloter l'éclairage urbain », c'est-à-dire pouvoir allumer un lampadaire, l'éteindre ou jouer en intensité. Il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui. Et quand je les vois, même si la solution ne coûte que, on va dire, 100 € par lampadaire, multiplié par 90 000, ça fait cher. Donc l'idée de pouvoir lancer un projet avec une entreprise locale, en l'occurrence, pour pouvoir se dire, est-ce qu'on ne peut pas expérimenter une solution sur une technologie frugale, en l'occurrence, en plus, on est ici à Radio Nantes, et je prends cet exemple aussi parce qu'il est intéressant, puisqu'on utilise la technologie, alors je vais rentrer dans le détail 2 secondes, vous savez, les petites technologies, quand vous avez le titre de la chanson qui s'affiche sur votre autoradio, c'est une technologie RDF, pas grave, on utilise cette technologie pour pouvoir envoyer des petits signaux, pour piloter en fait à distance, tu t'allumes, tu t'éteins, ou l'intensité de chacun des lampadaires. Et bien, cette technologie-là, innovation frugale, on utilise donc en partenariat avec Radio Nantes les fréquences pour pouvoir envoyer ces petits messages. Elle a été expérimentée dans le cadre, c'est un projet qui s'inspire de ce que doit être le City Lab, c'est-à-dire un début, une fin,
une technologie pour des usages de la ville de demain. Et puis, l'aspect collaboratif, on fait travailler, en l'occurrence ici, voilà, une entreprise innovante sur les technologies avec Radio Nantes et puis Radio France au niveau national. Et puis, la métropole qui met à disposition son terrain de jeu. Là, en l'occurrence, c'est 90 000 lampadaires à l'échelle métropolitaine. Donc là, on va essayer sur 200 pour l'instant, sur un an. Donc l'esprit de ce laboratoire urbain, c'est vraiment de se dire, on va expérimenter des technologies, parfois frugales, des nouveaux usages de la ville, pour se dire, une fois qu'on a défini un nouveau produit, un nouveau service, qui sera coproduit, parce que l'idée, c'est pas de se dire, on a un produit, un service sur étagère, on va dire d'une grande société, on vient le tester à Nantes. Non, l'idée, c'est qu'en fait, on a une technologie, mais on n'a pas le produit, on n'a pas le service. On vient le construire, le co-construire, l'expérimenter avec la métropole qui met plein de ressources à disposition, puisque on peut parler des parcs et jardins, on peut parler de tous les espaces publics qui sont aujourd'hui accessibles, qu'on met vraiment à terrain de jeu. Et puis, ce qui nous intéresse, nous, c'est de poser les bases d'une nouvelle façon d'innover ensemble, avec des grands groupes, des startups, des associations, mais aussi une expertise d'usage. Et ce que ce City Lab, ce laboratoire urbain, des nouveaux usages de la ville de demain, c'est vraiment de mettre aussi les utilisateurs de la ville, donc les citoyens, tout un tas de collectifs, qui vont à un moment donné se dire, nous, on veut expérimenter ces usages. C'est pas que technologique non plus. Il y a des enjeux un peu fous. Je parle du projet aussi Innova, là, le Bâti Print 3D, où on va fabriquer une maison avec une imprimante 3D. Là, c'est pareil. Ça, c'est dans des projets qui sont... on n'est pas sûr d'y arriver. On peut vraiment ne pas y arriver. Mais aujourd'hui, l'ambition, c'est de pouvoir fédérer des gens différents, avec des technologies et des envies d'usage différents, sur un projet qui a un but et une fin. On va prendre une première pause musicale. So many times we had to choose wrong from right. For so many miles we were forced to walk on the good side. I'm fading away. I'm fading away. I'm fading away to you.
Fréquence citoyenne. Oui, vous êtes toujours sur Fréquence citoyenne et nous sommes avec Franck Trichet, en charge de l'innovation et du numérique à la métropole et à la ville de Nantes. On va peut-être parler maintenant de ce qu'on appelle l'écosystème numérique nantais. Que recouvre cette formule et est-ce que cet écosystème est différent à Nantes par rapport à d'autres métropoles, d'autres territoires ? Alors, l'idée d'écosystème, c'est de montrer qu'on a la variété des acteurs qui forment aujourd'hui un espace de développement économique. Cette variété d'acteurs, ça va des grands groupes, en passant par des petites TPE, PME, en passant par ce qu'on appelle des startups, c'est-à-dire des jeunes pousses qui aujourd'hui ont un produit, un service innovant et une volonté de passer à l'échelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui d'avoir cette vision tout de suite de marché un peu à l'échelle mondiale. Et puis tout l'aspect enseignement supérieur et la recherche, les écoles, les compétences. Donc ce terme écosystème, c'est un peu comme une petite mare, où pour avoir à un moment donné une vie durable, il faut avoir tout un tas. Si vous avez que des grands groupes, ça ne fonctionne pas. Si vous avez que de la recherche, ça ne fonctionne pas. Si vous avez que des startups, des jeunes pousses, ça ne fonctionne pas. Donc l'équilibre qui permet à un moment donné de pouvoir créer de l'emploi, créer de l'attractivité d'un territoire, il faut qu'il rassemble tous ces acteurs-là. À Nantes, depuis 3 ans, on travaille sur la consolidation ou l'émergence de cet écosystème sur le numérique. Ça a bien démarré, on va dire, puisqu'on a aligné la dynamique avec la démarche nationale qui s'appelle la labellisation des French Tech. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir composer l'équipe de France des écosystèmes du numérique. Aujourd'hui, on est 13 métropoles labellisées. On a été une des premières métropoles labellisées French Tech, qui reconnaît en fait, on va dire, une masse sur cet écosystème qui est suffisante pour pouvoir se dire oui à l'international. Nantes fait partie des 13 sites qui comptent. Donc là, on en est très fiers et ça a vraiment, depuis 3 ans, on va dire, accéléré la structuration de cet écosystème. Il y a 3 indicateurs qui sont importants pour moi pour se dire on en est où aujourd'hui. Le premier indicateur, c'est l'emploi. C'est une priorité de mandat avec Johanna Roland. On sait bien que la filière numérique, c'est une filière sur laquelle on a une promesse de création de 5000 emplois à l'horizon 2020. Aujourd'hui, les chiffres, les premiers chiffres, c'est 2800 emplois nets créés depuis le début de notre mandat et de la démarche Nantes Tech, French Tech, ce qui est plutôt engageant, ce qui est plutôt on va dire, un bon premier résultat de cette dynamique qui est mise en place. Le deuxième indicateur qui est important pour moi, c'est les levées de fonds. Alors, une levée de fonds, c'est quoi ? C'est une jeune entreprise qui a besoin d'argent pour se développer. Et puis, il y a des gens qui ont de l'argent. Il y a différents types de partenaires financiers qui se disent que oui, je vais pouvoir à un moment donné injecter de l'argent pour le développement, en particulier soit sur les travaux de recherche et développement, soit sur la vision internationale et la croissance, on va dire, de l'entreprise. Aujourd'hui, en 2014, il y a eu 6 millions de levées de fonds. En 2015, on a eu 30 millions de levée de fonds. Et en 2016, on a eu 50 millions de levées de fonds. Pour vous montrer cette progression qui montre que, oui, l'écosystème est en bonne santé. Il est encore adolescent, pour moi, puisque effectivement, 3 ans d'un écosystème. Notre ministre, Axel Lemaire, disait qu'on était jeune et prometteur. Alors, on est un peu moins jeune maintenant, 1 an et demi après, mais ceci étant, je pense qu'on reste toujours prometteur. Et pour moi, ces levées de fonds, ça montre aussi que Nantes fait partie à l'échelle européenne des écosystèmes qui sont regardés, puisque lorsque vous avez des levées de fonds, alors ce qui est intéressant en plus en 2016, c'est que les levées de fonds, autant en 2015, on a eu 2 grosses, Lengo et iAdvice, qui sont nos jeunes pousses, on va dire, dans le commerce électronique, qui ont levé respectivement 10 et 14 millions. En 2016, on a eu beaucoup de levées de fonds à 2-3 millions. Et ça, c'est un indicateur extrêmement important pour moi. Ça veut dire qu'on a de plus en plus de belles pépites. Parce que la levée de fonds à 2-3 millions, c'est de l'emploi pérenne. C'est-à-dire que c'est du long terme. C'est-à-dire qu'on ne lève pas de l'argent comme ça et au bout d'un an, il ne reste plus rien. Quand vous avez 2-3 millions de levées, ça veut dire que vous avez créé de l'emploi, déjà. De l'emploi sur Nantes et sa région. Et qu'en plus, ces levées de fonds, en fait, elles vont drainer sur une longue traîne au moins pendant 3 ou 4 ans de l'activité. Et ça, c'est important. Et là, pour 2017, aujourd'hui, on a consolidé à peu près 20 millions
ce qui est plutôt bien, avec Akeneo, qui est notre nouvelle jeune pépite, toujours dans le commerce électronique, qui vient de lever 11 millions d'euros. Et donc, c'est des recrutements, Akeneo, plus toute... Qui fait quoi, précisez? Akeneo, ils travaillent sur tout ce qui est les technologies pour pouvoir placer les produits sur les sites, pour aider les commerçants à mieux référencer et placer leurs produits sur les sites marchands à l'échelle mondiale. Donc, c'est de la technologie. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est durable. À partir du moment où vous êtes sur la technologie pour développer le commerce en ligne, on sait que le commerce en ligne, ils ont des courbes de croissance qui sont intéressantes. On est sur de la techno. Et moi, j'aime bien, en fait, à un moment donné, quand les levées de fonds, comme pour iAdvice, comme pour Lingo, qui font des solutions click-to-chat, c'est-à-dire vous êtes sur des commerces en ligne, enfin sur des sites, quand vous êtes sur Internet, vous achetez, par exemple, iAdvice, c'est vous revenez sur un contact humain, ce qu'on appelle le click-to-chat. Donc, vous cliquez pour avoir, en fait, une interaction humaine, puisque vous voulez demander. Donc, ça, c'est de la techno. Et ça, c'est pérenne. C'est-à-dire, c'est pas comme des plateformes, des fois, un peu commerciales, où on se dit, quelle est la pérennité? Donc, à Nantes, on a la chance d'avoir, on va dire, ces porteurs. Et il y en a plein d'autres, des jeunes pousses qui arrivent là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on a cet état d'esprit de se faire la courte échelle. Et moi, ce dont je suis le plus satisfait en fait sur l'écosystème, c'est qu'en fait, on a créé l'esprit du petit bourg, comme on dit entre nous. C'est-à-dire qu'on se connaît tous, on se voit souvent, parce qu'il y a beaucoup d'événementiels à Nantes. Et puis, surtout, on a cette bienveillance et cette... on s'entraide, cette entraide réciproque, à la fois sur les grands groupes et aussi les jeunes pousses et les un peu moins jeunes comme, je parle de Julien Hervouet par exemple, qui est quelqu'un qui a 35 ans, je crois. Il est déjà un peu vieux dans l'univers des entrepreneurs du numérique, vous imaginez. Et il a cette envie de pouvoir à un moment donné donner à l'écosystème et donc accompagner les jeunes qui arrivent aujourd'hui, qui ont entre 20 et 25 ans, qui seront peut-être les jeunes pousses un peu plus anciens à 30 ans de demain, puisqu'en fait, dans cet univers-là, on a vraiment ces échelles-là. Et ce qui est intéressant, c'est que cet univers du petit bourg, on se connaît tous. Et puis, on a vraiment envie de faire en sorte de faire rayonner Nantes. C'est pas... La plupart, en plus de ces start-upers, ce que j'aime bien, et s'ils nous écoutent, je les remercie vraiment, c'est qu'ils parlent presque avant de Nantes, avant de parler de leur entreprise. Donc ça, c'est quand même intéressant de se dire que l'effet écosystème et l'envie de faire rayonner Nantes, il est beaucoup plus prégnant, en tout cas, que dans les autres écosystèmes. Et la plupart des autres métropoles nous disent « Ah oui, mais à Nantes, cet effet petit bourg et cet esprit en fait sérieux, sans se prendre au sérieux, qu'on revendique tous, mais vraiment qu'on revendique, c'est vraiment la culture qu'on veut transmettre. Franchement, c'est ce qui fait la différence pour reprendre... Il faudra traduire petit bourg en anglais, quand même, pour que ça soit perçu au niveau mondial. Mais il y avait un troisième indicateur. On vous a coupé. Ah oui. Alors, le troisième indicateur, pour moi, qui est très important, c'est les compétences. C'est-à-dire qu'on assiste aujourd'hui, à l'échelle des métropoles, je vais utiliser le terme parce que c'est ce qui est utilisé, on a une vraie guerre des compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'échelle de la région, par exemple, on a à peu près un déficit de 1000 postes sur la filière du numérique. C'est pas rien, 1000 postes. Ça veut dire qu'il faut aller, à un moment donné, les chercher à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que à Nantes, on a des écoles, des universités, des laboratoires qui forment en fait des gens sur le numérique, mais pas assez. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment donné aussi l'agilité, par exemple, de l'université, et je sais de quoi je parle, il faut du temps pour à un moment donné reformer encore plus des compétences qui, peut-être, dans 2 ou 3 ans, vont être pas obsolètes, mais en tout cas à rafraîchir, à renouveler. Donc cette agilité en fait des universités et des écoles, il faut qu'elle soit en adéquation aussi avec les besoins des entreprises. Aujourd'hui, on a une vraie guerre des compétences, et en particulier des compétences, on va dire, à des gens qui ont 3 ou 4 ans d'expérience. Et Nantes, on n'a pas assez de renouvellement. Et donc, il faut aller chasser, entre guillemets, ces compétences là où elles sont. Aujourd'hui, elles sont plutôt sur le bassin parisien. Et elles sont aussi, je vais prendre l'exemple récemment, où on est allé faire une opération à Londres. Et le fameux Brexit, le phénomène Brexit, où en fait, il y a beaucoup de compétences londoniennes qui se disent, soit des chefs d'entreprise, soit des développeurs, des cadres, des designers, qui se disent, moi, j'ai envie de partir de Londres. Je ne sais pas quand, mais j'ai envie de partir, j'ai un projet, et au lieu d'aller à Paris, pourquoi j'irais pas à Lyon, ou à Lille, ou bien évidemment à Nantes.
Et cette guerre des compétences, il faut qu'on y fasse attention. Et un écosystème, en fait, ça doit aussi, à un moment donné, anticiper les compétences de demain. On sait que dans le numérique, à 10 ans, les métiers, la plupart ne sont pas connus. Donc, il faut vraiment avoir des laboratoires de recherche, des universités et des écoles qui forment, en fait, des compétences de demain. On a la chance d'être bien doté à Nantes, parce qu'on a beaucoup d'écoles et d'universités et de laboratoires qui sont vraiment engagés sur le numérique. Mais ça, c'est le troisième élément de l'écosystème. Et l'indicateur, pour moi, qui est révélateur, c'est qu'on a eu les sites, par exemple, on a été labellisé à Nantes sur les sites, c'est-à-dire qu'on fait partie en fait, du top 13 des sites avec l'école centrale, l'université, qui vont compter sur l'enseignement supérieur et la recherche. Et ça, c'est pareil, c'est un indicateur assez fort pour montrer que, oui, à Nantes, on va faire de la recherche sur le numérique, on va former les compétences du numérique. Et ça, c'est plutôt sain. Parce qu'une métropole qui n'a pas, on va dire, un coup d'avance sur les compétences, même si elle a beaucoup d'emplois, elle va souffrir assez rapidement. Vous avez indiqué 2800 emplois créés. Et vous parlez beaucoup jeunes pousses, start-up, etc. Ces 2800 emplois, ils sont dans quel secteur? Parce que l'emploi numérique, c'est pas forcément que des start-up et que des jeunes pousses. Je veux dire, le jeune smicard qui vend du téléphone mobile debout toute la journée chez un opérateur, c'est aussi un emploi numérique. Oui, alors ces emplois-là ne sont pas comptabilisés dans le référentiel qui nous est, entre guillemets, conseillé par la French Tech, parce que la French Tech, pour pouvoir comparer, on est vraiment sur les emplois là qui sont du développeur, des designers, et puis qui sont dans sans rentrer dans les détails, mais les codes NAV des entreprises qui sont aujourd'hui considérés comme les développeurs de la filière. Par contre, là où c'est extrêmement important, c'est que les emplois ne sont pas tous dans les startups. C'est pour ça que je dis que notre écosystème, nous, il est extrêmement sain, puisqu'on a des grosses entreprises, on va dire ce qu'on appelle les ECN, les entreprises des anciennes SS2I, qui développent comme Capgemini, comme GFI, comme Accenture, qui sont des gros poids lourds aujourd'hui sur notre territoire, et qui, eux, séparent 200 emplois aujourd'hui. 200 emplois par an, qui sont des développeurs, des chefs de projet. Et donc, les startups, ce qui est intéressant, c'est que ça crée de l'emploi sur les startups. C'est des emplois à compétences un peu hybrides et atypiques. Les grands groupes, ça crée aussi des compétences, mais là, il y a une complémentarité entre les deux. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de guerre entre les startups et les grands groupes. Il y en a un petit peu forcément, parce que les développeurs, c'est la denrée rare, de toute façon. Mais ceci étant, la guerre, elle se situe plutôt aujourd'hui sur, je vous disais, ces profils à bac plus 4, plus 5, avec le Graal du Graal, la compétence à l'international. On a beaucoup de mal aujourd'hui. Le problème du startup, c'est que dès qu'elle lève des fonds, elle est à l'international. Et de trouver, en fait, ces profils pour aller justement conquérir les marchés internationaux, ça, c'est extrêmement compliqué. Qui plus est que la plupart veulent des natifs. Donc aujourd'hui, trouver quelqu'un qui parle anglais dans le numérique, il n'y a pas de souci. Par contre, quelqu'un qui est natif allemand, par exemple, si vous voulez aller conquérir le marché allemand, là, c'est un peu plus compliqué. Et s'agissant de l'économie traditionnelle, parce qu'elle représente encore quand même un certain nombre d'emplois sur le territoire, est-ce qu'on peut parler, comment on digitalise cette économie-là? Comment elle se transforme au fil du temps? Ça, c'est l'enjeu majeur, de toute façon. Aujourd'hui, on sait qu'il faut qu'on entraîne tout le monde dans la transformation numérique de ces activités. On a, qui plus est, sur le bassin nantais et nazérien, des industries qui sont quand même des fleurons, on peut le dire, au niveau national, et qu'il faut qu'on accompagne. Je vais prendre un exemple concret. On a mis en place un dispositif qui s'appelle Plugin, avec la Carène et Saint-Nazaire, où l'idée, c'est de se dire comment aujourd'hui, on va accompagner les grands groupes, STX, Airbus, etc., et tous les sous-traitants. Comment on va les accompagner? Au sens, on va les aider à, on va dire, amorcer leur transformation numérique pour gagner en efficience, pour gagner sur des nouveaux produits. Et donc, nous, on croit qu'à un moment donné, il faut faire ce qu'on appelle de l'innovation ouverte. C'est-à-dire que dans les grands groupes, on innove. Et par contre, on est tellement le nez dans le guidon, excusez-moi l'expression, qu'on reste dans ces schémas habituels de silos, d'innovation, et avoir un peu d'air frais, avoir un regard un peu extérieur, que nous, on aime bien, parce que les startups, c'est leur métier, de se dire que jusqu'à présent, vous faisiez ça comme ça, mais nous, on pense qu'il peut y avoir une autre façon de faire. Et donc, le dispositif Plugin qu'on a mis en place, c'est vraiment l'idée de se faire rencontrer, plugger un grand groupe et une startup qui a une solution, une technologie, et qu'ensemble, ils construisent en fait un nouveau service. Donc là, on en est rendu à la saison 2. La première saison a très bien marché. Donc l'idée, c'est qu'on forme des couples.
il y a 6 industriels avec des problématiques. Ils se disent, mais moi j'ai... Ils cherchent pas, ils ont une problématique. Ils posent la problématique, expression d'un besoin. Et ensuite, on voit s'il y a des startups qui sont capables d'y répondre ou pas. Donc en fait, on est juste là, nous les collectivités, pour rapprocher cette innovation ouverte, pour rapprocher les acteurs, et ensuite faire en sorte que pendant une période de 3 mois, 6 mois, ils travaillent ensemble, avec la volonté de s'approprier dans les grands groupes cette culture start-up. Comment on travaille en agilité ? Je ne vais pas utiliser les termes, parce qu'il y a plein de termes bizarres, mais quand on est dans une start-up, on travaille autrement. On n'est pas en mode... on innove autrement. Et tout le monde a plein d'idées, plein de créativité, mais on a du mal à faire sortir, à faire jaillir en fait les bonnes idées souvent. Et dans l'univers des startups, on a l'habitude de travailler dans cette agilité, on a l'habitude de pousser en fait à l'extrême, de sortir hors de sa zone de confort, et c'est ça qu'on veut mettre en place en fait. L'idée, c'est pas de se dire, bah oui, on va décréter que telle startup va travailler avec tel grand groupe. Ça marchera pas. Il faut pas décréter cet univers. Il faut faire en sorte que les gens se rencontrent et que un cadre chez STX puisse se dire, mais comment vous travaillez, vous ? J'ai jamais vu de... Parce que l'idée, c'est un peu la caricature, les baby-foot, c'est pas ça l'esprit des startups. L'esprit des startups, c'est de travailler en se disant que tout à chacun peut à un moment donné sortir de sa zone de confort, se mettre en inconfort, et c'est quand on est en inconfort qu'on crée. On va prendre une seconde pause musicale. Fréquence citoyenne. Toujours en compagnie de Francky Trichet, adjoint nantais au numérique et à l'innovation. Alors, on a beaucoup parlé économie, et je voudrais y revenir juste 30 secondes, parce qu'on va parler un petit peu de gouvernance aussi. Est-ce que l'image nantaise, justement, elle est en train de changer complètement ? Et est-ce que ce qui fera réélire Johanna Rolland dans quelques années, ce sera l'image numérique plutôt que l'image culturelle qui était associée à Jean-Marc Ayrault ? Ou c'est une caricature, ça ?
Loin de moi cette idée, c'est complètement une caricature. Pour moi, le numérique, la culture nantaise, ça reste l'ADN fondamental de la ville. Dans le cadre du numérique, d'ailleurs, on se rapproprie cette culture de la créativité. J'aime à dire qu'en fait, ce qui fait la différence sur le petit bourg, que je reprends l'expression numérique nantais, c'est cette pensée créative au quotidien qu'on revendique pleinement et qu'on se dit que à Nantes, pourquoi les startups qui sont des créateurs, ils aiment bien aussi l'esprit nantais, c'est parce que en fait, cette culture de la création, elle est dans l'ADN nantais. Et il est hors de question de se dire que le numérique, il va quelque part prendre la place de la culture. Mais ça n'a pas de sens, c'est même un non-sens de dire ça. Non, mais c'est pour ça ce qu'on peut entendre parfois. Complètement, mais après, chez les acteurs culturels. J'entends bien, mais c'est pas du tout la priorité ni l'enjeu. C'est juste aujourd'hui le numérique à Nantes. Oui, on accélère sur la création de l'emploi, on l'a vu tout à l'heure. Oui, on accélère sur les solidarités, la transversalité. Oui, on veut en faire un enjeu de société et pas juste du développement économique. Ceci étant, oui, est-ce qu'on peut parler de culture numérique? Alors, je sais que j'en ai déjà discuté avec certains acteurs culturels. La réponse est oui, on a des sites, on a des lieux comme Stérolux où effectivement le numérique, même le lieu unique, où le numérique prend une place. Dans la musique, ça veut dire quelque chose. Mais ça reste un média, si vous voulez. C'est donc l'acte culturel, la création, elle reste de toute façon. Certains disent l'art numérique n'existe pas. Oui, le numérique c'est un nouveau média, donc c'est une nouvelle matière à travailler d'un point de vue artistique. En tout cas, moi sur l'enjeu nantais, pour revenir sur votre question. Le numérique fait partie aujourd'hui d'une politique forte, assumée collectivement, sur lesquels on a des résultats qui sont encourageants, mais en aucun cas le numérique aujourd'hui va prendre la place de la culture, loin de là. C'est juste, ça n'a pas de sens de dire ça pour moi. Je voulais revenir 30 secondes sur l'industrie, parce qu'on parle beaucoup de l'écosystème numérique. Il y a un autre écosystème à Nantes qui est important, qui a une visibilité nationale, qui fait partie de l'équivalent de la French Tech et qui s'appelle l'Alliance pour l'industrie du futur. Je parle bien sûr de l'ensemble IRT-EMC2. Et il y a le sentiment peut-être que on met beaucoup en avant l'écosystème numérique. Vous êtes là pour ça. Mais que du coup, cet écosystème qui est très important du point de vue de l'économie locale, régionale, estuarienne, est un peu caché ou qu'on ne le... Et même peut-être, parce que je l'ai entendu, ne se sent pas suffisamment porté par la métropole. Est-ce que vous avez un regard par rapport à ça? En fait, c'est depuis 1 an, on est labellisé réseau thématique au niveau local sur ce qu'on appelle le digital manufacturing, qui correspond exactement à ce croisement qu'on veut faire entre le numérique et, on va dire, les industries un peu plus lourdes sur l'usine du futur, en gros. Et on travaille beaucoup. Ça fait partie, en fait, d'un de nos 5 piliers aujourd'hui de la Nantech. Il y a justement le digital manufacturing, ce réseau thématique, et qu'on travaille effectivement avec le pôle, l'IRT et tous les acteurs que vous avez cités. Là où je crois, il n'y a pas d'oubli. Jamais. C'est pas possible d'oublier, on va dire, ces industries fortes. Nous, l'idée, c'est de se dire, donc forcément, oui, elles sont dans la Nantech, et la preuve en est, on est maintenant labellisé depuis 1 an sur ce réseau thématique, et on en est très fiers. Maintenant, là où vous avez peut-être raison, c'est toujours ce phénomène où, quelque part, lorsqu'il y a un prisme qui se met un peu plus en avant, qui est accéléré parce qu'on a des jeunes pousses, et médiatiquement, on en oublie un petit peu l'essentiel. Parce que pour moi, c'est l'essentiel, l'industrie. Et je peux vous le dire droit dans les yeux, il est hors de question, il n'est pas possible que l'industrie soit gommée. Donc, je pense que vous avez raison, médiatiquement parlant, il y a eu à un moment donné peut-être une prise, mais qui est aussi portée par les médias, et peut-être que nous, Tontact, on a peut-être trop parlé aussi des jeunes pousses, des startups, mais que depuis 1 an en tout cas, et l'opération plugin que j'ai citée, elle s'inscrit vraiment dans cette démarche-là, cette petite maladresse, on va dire, elle est largement rattrapée, et l'industrie, ça reste l'essentiel. Ça, je peux vous confirmer.
La question numérique, ça concerne aussi le gouvernement de la ville. Vous faites partie de ceux qui pensent que la construction de la décision publique, elle est quelque part bouleversée par ce qui se passe en matière numérique. Comment ça se traduit à Nantes, ça, concrètement, dans les débats publics, dans le dialogue citoyen? Complètement. Alors, l'idée, c'est vraiment à Nantes, avec Joanna Roland, d'impulser une logique de panel d'outils, de médias, qui permet à un moment donné, justement, de pouvoir aller échanger, capter l'opinion, et puis décider, fabriquer la ville ensemble. Le numérique, ce n'est qu'une piste potentielle de ce panel, effectivement, de différents outils qui existent aujourd'hui. Alors, je ne vais pas tous les rappeler, mais les conseils thématiques, le dialogue citoyen porté par Bassem Assé, mon collègue, là, qui fait effectivement depuis 3 ans un travail assez exigeant, pointu et remarquable sur ce sujet. L'idée, c'est vraiment de se dire que oui, on a mis en place différents dispositifs. Et que le numérique, il n'est pas là pour, encore une fois, remplacer ou suppléer les dispositifs. C'est un dispositif parmi tant d'autres parce qu'on croit qu'il permet à un moment donné de rentrer en connexion avec des gens qui n'ont pas le temps ou pas l'envie ou l'appétence d'aller, par exemple, dans des rencontres de quartier. Parce que c'est pas le bon horaire, parce que ils osent pas prendre la parole et que des fois c'est plus facile de prendre la parole lorsqu'on est derrière son clavier, parce qu'il faut prendre le temps aussi parfois de maturer sa proposition, sa réflexion, parce qu'il faut s'informer et prendre le temps de s'informer avant de pouvoir engager. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer de l'intérêt général. Aujourd'hui, l'ambition de Joanna Roland, c'est d'offrir en fait les outils les plus adéquats pour les gens, pour reconstruire de l'intérêt, de l'appétence, de l'envie en fait de fabriquer la ville ensemble. Et encore une fois, le numérique, ce n'est qu'une des pistes possibles pour justement donner cet accès à l'envie de créer de l'intérêt général. Si on regarde ce qu'on a mis en place avec Bassem Assé d'ailleurs, et Mounir Belhamiti sur le site en fait Nantes & Co qu'on a mis en place, qui permet à un moment donné tout à chacun de pouvoir s'informer sur les projets dans les quartiers, de pouvoir contribuer, éventuellement lancer des projets et puis d'interagir sur la plateforme. Aujourd'hui, ce site, il répond à un besoin puisqu'il va capter des Nantaises et des Nantais qu'on ne captait pas habituellement sur les rencontres in situ, en chair et en os, quoi. Pour toutes les différentes raisons que j'ai pu invoquer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il crée ce qu'on appelle une longue traîne dans notre jargon, c'est-à-dire qu'il permet de poser des idées et que les gens puissent à un moment donné, parce que le numérique, ça permet de garder des traces, des fois ça a du bon, des fois ça n'a pas de bon, mais là en l'occurrence, l'idée c'est de pouvoir créer un espace de dialogue où les gens peuvent échanger, donner des documents, un peu comme dans les grands débats qu'on a mis en place. Là on voit bien ici les sollicitations qui sont nombreuses et variées. Et le numérique permet justement de s'affranchir aussi de cette contrainte temporelle et de, à un moment donné, créer un vrai échange. Donc pour nous, notre vision, c'est le numérique est un support qui permet à tout à chacun de pouvoir contribuer s'il a envie. En tout cas, on espère qu'il va permettre d'accélérer cette envie d'intérêt général et cet engagement. Et je crois qu'il y a un terme qui est important, c'est la transparence, puisque le numérique permet aussi à un moment donné de plus de transparence, donc de plus de confiance, puisqu'il y a quelque chose qui est important en fait quand les gens s'engagent, c'est que oui, ils peuvent contribuer, mais surtout, il faut qu'ils soient entendus et que lorsqu'ils font une proposition, on puisse instruire la proposition, on puisse leur donner en fait un retour et pas juste oui j'ai contribué et puis je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, comment la collectivité prend en compte ma contribution. Et ça, c'est important de pouvoir à un moment donné donner réponse, qu'elle soit positive ou négative. Vous avez évoqué le mot transparence. On pourrait parler open data et libération des données. Finalement, la révolution attendue, elle n'a pas eu vraiment lieu. On attendait plein de choses de cette open data et finalement, il se passe quoi réellement ? Il se passe quand même que, je prends l'exemple de Nantes dans ma poche, si on n'avait pas libéré les données... qui est une excellente application, je Merci. me rappelle. Et qui, en tout cas, elle rencontre son public, puisqu'elle est téléchargée... 75 000 téléchargements, ce qui est plutôt bien pour une application de collectivité. Si on n'avait pas libéré les données depuis maintenant 4 ans, on n'aurait pas pu mettre en place cette application aussi rapidement. Et surtout,
la libération, on a quand même 800 jeux de données qui sont libérés depuis le début. On est souvent cité comme un peu pionnière en tant que territoire, parce qu'on est aussi sur une plateforme mutualisée avec le département et la région, ça c'est atypique. Et sur les données temps réel, en mobilité, on voit bien que quand même, on rend des services très concrets tous les jours aux Nantais. Après, pour aller plus loin sur votre interrogation sur l'open data, je pense que tout va arriver. C'est-à-dire que l'open data, on était pionnier, et comme on est pionnier, oui, on continue à libérer des jeux de données. On a une politique d'ailleurs assez offensive sur cet enjeu-là. Et la vague, elle va arriver dans quelques années. Alors pourquoi faire ? Parce que ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de se dire en fait, la donnée, on sait que c'est un enjeu de société. On sait que ça fait peur parfois. Les gens ont du mal à plonger dans le grand bain de la donnée, parce que bah oui, il faut savoir nager, comme on dit. Et souvent, on dit un peu tout et n'importe quoi, et parfois on fait peur. On parle de big data déjà. On parle d'intelligence artificielle. On dit qu'est-ce qu'on va en faire ? On va être... Oui, il y a des enjeux qui sont extrêmement importants sur la donnée personnelle. Il y a des textes de loi, il y a des lois d'ailleurs qui sont à ce niveau-là portées au plus haut niveau. Nous, à Nantes, cet enjeu-là, on le prend à bras-le-corps. On sait que c'est un enjeu... Alors, on a commencé par l'open data, et il y a le big data, c'est-à-dire les données volumineuses, qu'il faut qu'ils soient anonymisées, qu'il faut qu'ils soient éditorialisés, à bon escient. Et il faut qu'on mette en place un écosystème de la donnée on pourrait parler comme ça, où la collectivité doit être garante justement de la vie privée, garante d'une vision un peu, on va dire, éviter des modèles financiers qui ne seraient pas les bons. Il y a des appels d'offres récents sur l'histoire de l'écoute des réseaux sociaux de la part de la ville qui ont suscité un peu d'émoi ici ou là. Ouais, alors ça c'est effectivement, c'est encore une fois, je pense que c'est pratiqué. L'idée, c'est pas d'écouter les gens. L'idée, c'est de pouvoir justement à un moment donné s'emparer de cette donnée qui aujourd'hui est diffuse et massive sur les réseaux sociaux pour rendre des services publics plus efficients. Donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Soit on voit effectivement le côté plutôt positif et l'intérêt général, soit on y voit tout de suite le côté Big Brother is watching you, quoi. Ce qui n'est pas du tout l'esprit de l'appel à projet, hein, bien évidemment. Je reviens sur la donnée qui est pour moi très importante sur comment les collectivités doivent se positionner. Ce qu'il faut éviter demain, et d'ailleurs il y a un rapport qui vient de sortir, là, un livre blanc qui a été rédigé par Luc Bello sur cet enjeu-là. Il faut éviter que des intérêts privés puissent à un moment donné prendre la main sur l'intérêt général. Je prends un exemple très simple, Oise, cette fameuse application qui permet à un moment donné de vous dire il y a des bouchons à droite, des bouchons à gauche, prenez plutôt telle petite rue. Si demain on laisse la donnée urbaine à cette application-là, on pourrait très bien avoir des situations dans lesquelles Oise va dire vous allez passer par une petite rue où il y a une sortie d'école, où il n'a pas du tout été anticipé le fait qu'il peut y avoir 10 voitures toutes les 30 secondes qui passent dans cette rue-là. Donc là, il y a un problème de sécurité, il y a un problème de tranquillité publique, et on ne peut pas se laisser, on va dire, déborder. Les flux urbains ne peuvent pas être pilotés par des applications, même si cette application rend des vrais services aux usagers. L'idée, c'est pas de se dire qu'elle ne rend pas des vrais services, c'est de se dire qu'il faut à un moment donné se dire où se situe le partenariat qu'on doit définir entre une application privée qui rend des vrais services et sur lesquels on peut se dire est-ce que c'est bien, pas bien, ça c'est l'usager et l'usage qui doit primer. Mais par contre, il doit y avoir une intelligence des partenariats, parce que nous, on ne peut pas à un moment donné faire passer 30 véhicules dans une petite impasse où c'est pas prévu pour. Donc vous voyez, l'enjeu, il est vraiment ici de se dire, cette donnée-là, qui en est propriétaire, comment elle est partagée, quelle gouvernance on met en place. Et nous, à Nantes, on dit qu'il y a des textes de loi, il faut les respecter. On dit qu'il y a un écosystème de la donnée à faire émerger. Et quand je dis un écosystème, c'est à nous, effectivement, de provoquer. Il faut qu'il y ait des gens qui soient pourvoyeurs de la donnée, il faut que la collectivité soit garante, et il faut qu'il y ait à un moment donné éditorialisation pour que la donnée soit le plus efficiente pour rendre des vrais services d'intérêt général. Et puis, il faut que ça se définisse à un périmètre qui fasse sens. Pour moi, le périmètre métropolitain a un vrai sens aujourd'hui, parce qu'on voit bien, on se pose, l'Europe peut dicter effectivement des lois, au national aussi. Mais si on veut vraiment avancer concrètement, je pense que le territoire métropolitain est le
le bon maillage pour pouvoir à un moment donné, sur ces services-là, c'est-à-dire la donnée pour fluidifier la ville de demain, et on puisse à un moment donné travailler en bonne intelligence avec les différents opérateurs. En tout cas, j'appelle de mes voeux cette constitution d'écosystème de la donnée. En tout cas, à Nantes, on va y travailler et on vous informera bien évidemment des avancées. Est-ce que de ce point de vue-là, vous avez été ou vous êtes associé au travail sur le plan de déplacement urbain, le PDU, puisque on est en plein dans l'élaboration de ce PDU. Oui. Le Conseil de développement fournit sa propre contribution. Et en quoi les outils numériques, dont on voit bien qu'ils vont prendre une place très importante par rapport au déplacement, en quoi les outils numériques et peut-être l'intelligence artificielle qui arrive peuvent apporter peut-être des aides à cette fluidification. Et on pose aussi une deuxième question qui est, on ne peut pas se limiter au territoire métropolitain quand on parle des déplacements. Ah, ça, je suis d'accord. C'est clair qu'il faut regarder plus large et donc peut-être aussi sur cette question du numérique. Alors, là, je pense que vous touchez un point sensible qui est la temporalité des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez bien, on n'a pas encore défini sur cette notion de données quel en est le périmètre et qu'en est un calendrier. Après, sur la mobilité, vous avez raison, c'est le premier point d'entrée. Je veux dire, la donnée sur la mobilité, c'est celle qui est la plus utilisée chez nous et c'est celle qui est transversale à des périmètres qui vont au niveau du département, au niveau de la région et puis même au niveau national si on va aller plus loin. Donc, pour répondre concrètement à votre question, est-ce qu'on est associé en réflexion? Oui. Est-ce qu'on a des choses à dire tout de suite et des outils à mettre en place? Pas encore. Cette temporalité, si vous voulez, elle doit se faire en harmonie. Mais vous inquiétez pas, on sera effectivement contributeur à un moment donné. L'écosystème numérique sera là. Merci Francky Trichet. On voit avec vous que l'heure finalement passe très très vite parce qu'on aura encore plein d'autres sujets à aborder avec vous. Juste pour les auditeurs, je voudrais donner un rendez-vous au mois de juin. Il y a une manifestation à Nantes qui est très intéressante qui s'appelle le Web Today qui vaut le détour et je vous invite à y aller et continuer à écouter Radio Nantes. Merci à vous. Conseil de développement. Prospettive. Participation. Territory. Ob many. Entwicklung. Euradio Nantes vous a présenté Fréquence citoyenne, l'émission à l'écoute du futur que vous pouvez réécouter sur notre site internet euradionantes.eu.